L'allée était vide à côté de moi. Le quatuor à cordes continuait de jouer, les violons se tissant dans l'air comme si de rien n'était. Mais chaque note poignardait un peu plus profondément, me rappelant la seule chose qui manquait, lui. Mon bouquet me semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Des roses blanches, celles que mon père avait l'habitude de rapporter à la maison pour mes anniversaires. C'est drôle comme elles sentent différemment quand on les tient seules. Les gens chuchotaient pendant que je marchais. Je pouvais sentir leurs yeux tracer l'espace à ma droite. Ce vide où le bras d'un père aurait dû être. J'ai dit à tout le monde qu'il était malade, que c'était soudain, qu'il aurait aimé être là. Les mensonges glissent plus facilement que les larmes quand le mascara coûte une fortune. La vérité? Il a refusé. Mon propre père a refusé de me conduire à l'hôtel. Et tout cela parce que ma belle-mère, la femme qui a passé des années à peaufiner son image de famille parfaite, a dit que je volais la vedette à sa fille. La musique a enflé. Mes doigts se sont crispés autour du bouquet. J'ai souri pour les caméras, pour mon fiancé, pour tous ceux qui ne connaissaient pas la tempête derrière ce sourire. Puis mon téléphone a vibré, caché secrètement dans la couture de ma robe. Un message, son nom à l'écran. Il faut qu'on parle. Même le jour de mon mariage, il avait encore le pouvoir de me secouer. J'ai regardé vers les portes de l'église, m'attendant à moitié à ce qu'il entre. Il ne l'a pas fait. C'est alors que j'ai réalisé que peut-être l'allée était vide pour une raison. J'avais 16 ans quand tout a changé. Papa l'a rencontrée lors d'un gala immobilier. Patricia. Elle était élégante, charmante, tout en perles et en éloges. Le genre de femme qui pouvait sourire tout en calculant. Je me souviens de la façon dont elle riait de tout ce qu'il disait, touchant son bras juste une seconde de trop. 6 mois plus tard, elle vivait dans notre maison. J'ai essayé. Vraiment. Je me suis dit, papa mérite d'être heureux. Mais Patricia n'a jamais voulu de fille. Elle voulait un miroir. Et je ne correspondais pas à son reflet. Sa propre fille, Alais, avait 1 an de moins que moi, était douce, parfaitement habillée et adorait sans effort. Le genre de fille qui n'a jamais eu à essayer d'être aimée. Quand papa la regardait, son visage s'adoucissait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Quand il me regardait, il hésitait. Cela a commencé par de petits commentaires sur mes vêtements, mon attitude, mon ton. Patricia souriait et me disait qu'elle essayait juste de m'aider à être plus féminine. Puis vinrent les comparaisons. Les notes de Alais sont meilleures. Tu devrais apprendre à cuisiner comme Alais. Ton père s'inquiète que tu finisses seule, Lydia. Chaque mot a rongé quelque chose de sacré entre papa et moi. Un soir, je les ai entendus se disputer. Mon nom, tranchant dans l'air. Elle est juste jalouse, a dit Patricia. Tu lui donnes trop de liberté. Elle essaie de prendre ce qui appartient à Alais. C'est ma fille, la voix de papa s'est brisée. Exactement, a rétorqué Patricia. Et elle utilise ça pour te manipuler. Ce soir-là, papa n'est pas venu dans ma chambre comme il le faisait avant. Pas de doux coups à la porte, pas de bonne nuit, juste le silence. Des semaines plus tard, il a manqué ma performance chorale. Il a dit qu'il avait oublié. Puis il a manqué mes photos de fin d'études. Chaque absence était sa propre trahison. Quand je suis parti à l'université, Patricia s'est tenue près de la voiture et a souri de ce sourire poli et creux. Bonne chance, Lydia. N'oublie pas d'où tu viens, a-t-elle dit, comme un avertissement, pas une bénédiction. Je me suis tourné vers papa pour une dernière étreinte. Il m'a serré dans ses bras, mais c'était formel, comme 2 personnes qui se disent au revoir par devoir, pas par amour. Ce soir-là, quand j'ai déballé mes affaires dans mon dortoir, j'ai trouvé une petite boîte en velours cachée dans ma valise. À l'intérieur se trouvait le médaillon de ma défunte mère, celui que Patricia avait autrefois qualifié de ringard. Un mot de l'écriture de papa disait, ta mère serait fière. Ne laisse personne atténuer cette lumière. J'ai serré ce médaillon fort contre moi, murmurant une promesse à la femme qui me manquait le plus au monde, quand personne ne se tient à tes côtés, tiens-toi plus droite. La première année où j'ai été seul a été comme apprendre à respirer sous l'eau. L'université n'était pas glamour, café bon marché, nuit blanche, tout d'occasion. J'ai fait le service entre les cours, en faisant semblant que mes pieds ne me faisaient pas mal et que ma fierté ne saignait pas. Chaque pourboire était comme une preuve que je pouvais survivre sans la permission de personne. Parfois, quand je passais devant des familles riant autour d'un dîner, je ressentais cette piqûre familière.
Je serrais le médaillon de ma mère comme si c'était une armure, murmurant ces mots, quand personne ne se tient à tes côtés, tiens-toi plus droite. Ma spécialité était l'architecture, un choix que papa avait autrefois qualifié d'impraticable pour une fille. Cette phrase est devenue un carburant. Je traçais des plantards dans la nuit, des écouteurs à fond, les yeux brûlants de fatigue. Le personnel de la bibliothèque du campus me connaissait par mon nom, Lydia Hart, la fille qui ne rentrait jamais à la maison pendant les vacances. Pendant ma 3e année, j'ai rencontré Eleanor Pierce, une architecte à la retraite qui donnait des cours à temps partiel. Elle portait des foulards colorés, parlait comme le tonnerre et voyait clair à travers les excuses. La première fois qu'elle a examiné mon projet, elle a dit « Tu as de la vision, gamine. Tu n'y crois juste pas encore. » Elle est devenue mon mentor, dure, sans filtre, mais profondément gentille. Elle m'apportait du café pendant les nuits blanches et me racontait des histoires sur le fait d'être la seule femme dans la salle de réunion dans les années 80. Les gens sous-estiment les femmes jusqu'à ce qu'on leur fasse regretter, disait-elle en souriant. Sous sa direction, j'ai décroché un stage dans une entreprise de renom à New York. Je n'avais pas les moyens de vivre dans la ville, mais j'ai réussi, dormir sur des canapés, manger des pizzas à $1, esquisser des bâtiments entre les trajets en métro. Quand ma première paie est arrivée, j'en ai renvoyé la moitié pour rembourser ma dette étudiante. L'autre moitié est allée dans un compte d'épargne intitulé Liberté. Les années ont passé, de stagiaire à assistante, d'assistante à conceptrice principale. Chaque promotion était comme récupérer un morceau de moi-même que Patricia avait essayé d'effacer. Il y avait aussi des nuits solitaires. Des anniversaires passés dans des appartements vides, à faire défiler des photos de papa et aller souriant sur les réseaux sociaux. Patricia les taguait toujours Family Goal. J'ai arrêté de vérifier au bout d'un moment. Mon monde est devenu mon travail. J'y ai tout mis, douleur, faim, espoir, et lentement, j'ai construit quelque chose de solide. À 29 ans, j'ai lancé mon propre studio, Artline Design. Cela a commencé dans un espace exigu et loué au-dessus d'une boulangerie. Les murs sentaient la cannelle et l'ambition. Les clients sont venus lentement au début, puis le bouche à oreille s'est répandu, la jeune architecte qui reconstruisait de vieilles maisons avec une âme. Mon premier grand projet a été un centre communautaire à Brooklyn financé par un organisme à but non lucratif qui croyait aux entreprises dirigées par des femmes. Quand nous l'avons dévoilé, Eleanor était au premier rang, rayonnante. « Ta mère aurait adoré ça », a-t-elle chuchoté. J'avais envie de le croire. À 32 ans, je possédais tout l'immeuble. À 33 ans, j'ai acheté ma propre maison. Pas une demeure, mais la mienne. Chaque brique, chaque poutre gagnée. Pourtant, j'ai gardé mon succès secret. En ligne, j'ai posté des couchers de soleil et des tasses à café. Jamais de salle de réunion ou de contrat. Quand papa appelait pendant les fêtes, je lui disais que j'étais occupé. Il n'a jamais demandé ce que cela signifiait. Parfois, je me demandais si Patricia pensait toujours que je courais après l'ombre de sa fille. Mais debout sur le balcon de mon bureau, les lumières de la ville scintillant en dessous, j'ai finalement compris. Je ne volais rien. Je récupérais tout ce qui était déjà à moi. Le message est arrivé un dimanche après-midi. Court, presque apologique. Allez se marie. Elle aimerait que tu viennes. C'était de papa. Pas de « comment vas-tu » Pas de reconnaissance des années de silence. Juste une invitation polie, comme si j'étais une cousine éloignée, pas sa fille. J'ai regardé le texto pendant un long moment. Une partie de moi voulait le supprimer. Une autre partie, la petite fille tenant toujours ce médaillon, a chuchoté que c'était peut-être le moment. 2 semaines plus tard, je suis entré dans la même ville que j'avais autrefois fui. La même église, les mêmes vitraux qui projetaient autrefois des couleurs sur mon enfance. Patricia m'a repéré la première. Son sourire était mince et crispé, le genre que les femmes portent quand elles réalisent que leur plan n'a pas tout à fait fonctionné. Lydia. Oh, tu es venue, a-t-elle dit, en époussetant la poussière invisible de ma manche comme si elle me possédait. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Allée était radieuse, des boucles douces, de la dentelle blanche, des yeux qui avaient toujours été plus gentils que ceux de sa mère. Elle m'a serré dans ses bras comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Et pendant un moment, je l'ai cru. Puis j'ai vu papa. Ses cheveux s'étaient clairsemés, ses épaules s'affaissaient un peu, mais ses yeux, eux, étaient les mêmes, familiers, prudents. Tu as changé,
a-t-il dit, comme s'il cherchait un mot de sécurité. Le temps fait ça. J'ai souri. Nous avons échangé de petites conversations, la météo, les voyages, rien de réel. Mais quand Patricia a passé son bras dans le sien, la même vieille douleur est réapparue. Certaines blessures ne se rouvrent pas. Elles bourdonnent juste doucement sous la surface. Après la cérémonie, il y a eu une réception dans un country club, des lustres en cristal, des tours de champagne et de l'argent partout. L'environnement préféré de Patricia. Les gens n'arrêtaient pas de me demander ce que je faisais, avec qui j'étais marié, où j'habitais. Je gardais mes réponses vagues. J'ai appris il y a longtemps que le mystère est la meilleure vengeance. Puis vint le moment, le toast de Patricia. La famille, commença-t-elle, sa voix mielleuse et douce, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de loyauté et d'amour. Elle m'a jeté un coup d'œil quand elle a dit loyauté. Mon estomac s'est noué. Quand elle a terminé, j'ai applaudi poliment, puis je me suis levé. Beau discours, ai-je dit en souriant. Mais vous savez, parfois la famille est aussi une question de pardon. La salle s'est figée. Même le violoniste s'est arrêté au milieu d'une note. En fait, ai-je continué, j'ai quelque chose à partager. Une petite annonce puisque nous célébrons l'amour et la loyauté. Les yeux de Patricia se sont plissés. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas bien, ai-je dit. Mais je suis Lydia Hart, fondatrice et architecte en chef de Heartline Design. Mon entreprise a récemment achevé la rénovation du nouveau centre d'art du centre-ville. Un murmure a traversé la salle. Quelqu'un a chuchoté, cet endroit? C'est elle. Papa a cligné des yeux, stupéfait. Tu as fait ça? J'ai acquiescé. Et quelques autres. L'extension de l'hôtel de ville, le pavillon Riverside. J'ai souri à Haley. Même le lieu de mariage où vous vous trouvez. Haley a haleté doucement. Patricia est devenue pâle. Attends, a dit Patricia, en riant nerveusement. Tu dis que cet endroit. Oui, ai-je dit. Je l'ai conçu. Je le possède. Je l'ai regardé directement, pas en colère, pas suffisante. Juste stable. Alors, d'une certaine manière, vous êtes mon invité aujourd'hui. Le silence qui a suivi était assez épais pour être goûté. Le verre de papa tremblait légèrement dans sa main. Ses yeux, fiers, brisés, regrettants, ont oscillé entre Patricia et moi. Lydia, a-t-il finalement chuchoté. Je n'en avais aucune idée. Vous n'étiez pas censé le savoir, ai-je dit doucement. Vous avez clairement fait savoir que vous ne vouliez pas voir ce que je pouvais devenir. Patricia a essayé de parler, mais ses mots ont trébuché. Pour une fois, elle n'avait pas de script. Je me suis tourné vers papa, la voix basse mais ferme. Tu ne m'as pas conduite à l'hôtel, ai-je dit. Mais tu dois savoir que je m'y suis rendue toute seule. Le violoniste a recommencé à jouer, lentement, doucement. Et je jure, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père me regarder, non pas avec doute, mais avec admiration. Après le mariage, ils m'ont trouvé dehors, debout sous les guirlandes lumineuses, laissant l'air nocturne emporter le bruit. Papa s'est approché le premier, les mains tremblant légèrement. Patricia a suivi, 2 pas derrière, serrant toujours sa pochette de créateur comme si elle pouvait la sauver. Lydia, a-t-il commencé, la voix rauque. Je ne savais pas tout ce que tu avais accompli. Je suis fier. Ou surpris, ai-je fini pour lui doucement. Il a détourné le regard. Les deux. Patricia a parlé ensuite. Tu dois comprendre, les choses étaient compliquées. Nous n'avons jamais voulu que ce qui était le mieux pour toi. J'ai ri, doucement, avec retenue, mais cela a traversé la nuit comme du verre. Tu veux dire ce qui était le mieux pour toi. Ses lèvres se sont pincées. Tu lui as dit que j'étais jalouse de Haley. J'ai dit que j'essayais de prendre ce qui ne m'appartenait pas. Mais tu avais tort, Patricia. Je n'ai jamais voulu la vedette de ta fille. Je voulais juste le respect de mon père. Papa a dégluti difficilement. Je le vois maintenant. J'ai fait des erreurs. Oui, ai-je acquiescé. Tu en as fait. Mais la plus grande erreur a été de croire sa version de moi au lieu de demander la mienne. Il n'a pas argumenté. Son silence était une confession suffisante. Pendant un moment, j'ai laissé le silence planer entre nous.
Le même silence qui avait rempli des années d'appels sans réponse et d'anniversaires oubliés. Puis j'ai expiré. Je ne vous déteste pas, ai-je dit finalement. J'ai arrêté de détester il y a longtemps, mais le pardon n'est pas la même chose que l'accès. Il a cligné des yeux. L'accès. À ma vie, ai-je dit simplement. À ma paix. Patricia s'est raidie. Tu ne peux pas dire ça. C'est ton père. Et il le sera toujours, ai-je répondu. Mais s'il veut une relation maintenant, elle doit être construite sur la vérité, pas sur la culpabilité, pas sur vos chuchotements. Je me suis tourné vers papa. Alors voici mes conditions. Son expression s'est tendue, mais il a acquiescé. D'accord. Hein, ai-je dit, en levant un doigt. Tu arrêtes de laisser les autres définir ta fille. Tu veux savoir qui je suis? Demande-moi. Montre-toi. N'envoie pas Patricia le faire à ta place. Il a acquiescé lentement, les yeux humides. 2. Ai-je continué, si tu reviens dans ma vie, tu viens avec respect pour la femme que je suis devenue, pas avec pitié pour la fille que tu as laissée. Et 3. J'ai jeté un coup d'œil à Patricia, sa mâchoire se crispant. Tu laisses tomber le besoin de rivaliser, parce que je ne joue plus à ton jeu. J'ai construit mon propre terrain. Elle a détourné le regard, son visage illisible. Papa a tendu la main, hésitant, puis a touché ma main. Je veux essayer, Lydia. Je ne sais pas si je mérite une seconde chance, mais je veux essayer. Je l'ai étudié pendant un long moment. Il y avait de la douleur, oui, mais aussi de l'humilité. Et peut-être que c'était suffisant pour commencer quelque chose de nouveau. Alors commence petit, ai-je dit. Déjeuner la semaine prochaine. Juste toi et moi. Ses yeux se sont illuminés. J'aimerais bien. Patricia a commencé à protester, mais il l'a fait taire avec un regard calme et ferme que je ne lui avais jamais vu auparavant. Tu l'as entendu, a-t-il dit doucement. Juste moi et Lydia. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'étrangère dans ma propre histoire. Je me sentais comme l'auteur. Alors qu'il s'éloignait, les talons de Patricia claquant sèchement contre le trottoir, j'ai touché le médaillon autour de mon cou. Quand personne ne se tient à tes côtés, tiens-toi plus droite. Ce soir, je ne me tenais pas seulement droite. Je me tenais enfin libre. Une semaine plus tard, j'étais assise dans un petit café du centre-ville. Le genre avec des tasses ébréchées et du vrai café, pas le genre servi dans des tasses fragiles qui sentent l'argent. Papa était en retard, mais seulement de quelques minutes. Quand il est entré, il avait l'air nerveux, comme un homme entrant dans un confessionnal. Il portait la même vieille montre que je lui avais donnée quand j'avais 12 ans, celle que Patricia avait autrefois qualifiée de bon marché. Salut, ai-je dit en souriant. Salut, a-t-il fait écho, en s'asseyant prudemment comme si la chaise pouvait se casser sous le poids de toutes nos années non dites. Nous n'avons pas parlé du passé au début. Nous avons parlé de choses simples, mes projets, la ville, comment la lune de miel de Halley avait été retardée. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis que j'étais petite. De la fierté, sans filtre et brute. J'aurais dû être là pour toi, Lydia, a-t-il finalement dit. Chaque fois que tu avais besoin de moi, j'ai choisi la paix plutôt que la vérité. Je pensais que le silence était plus sûr. C'est bon, ai-je dit. Tu ne peux pas réécrire ce qui est parti. Tu ne peux que te montrer pour ce qui reste. Il a acquiescé, les yeux brillants. Alors je suis là maintenant. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Le genre de silence qui ne fait plus mal. Il respire juste. Avant de partir, il a sorti quelque chose de sa poche, la petite boîte en velours qui contenait autrefois le médaillon de ma mère. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié. Pour ton prochain projet, disait-il dans son écriture. Peut-être une maison, une avec de la place pour nous deux. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste souri. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait mal de le faire. Patricia n'a plus jamais repris contact. Peut-être a-t-elle finalement réalisé qu'elle avait perdu le contrôle d'une histoire qu'elle n'avait jamais possédée. Halley, cependant, a envoyé une carte postale des mois plus tard, une photo du lieu que j'avais construit avec 2 mots griffonnés au dos, merci. Je l'ai encadré. La vie a continué. Pas parfaitement, mais honnêtement. Mon travail a grandi. Mon cœur s'est adouci. Et un matin de printemps, je me suis retrouvé à esquisser un plan de chapelle.
La lumière du soleil traversait les fenêtres de mon studio. Le bruit des rires venant de la rue en bas. C'est alors que j'ai réalisé que je ne dessinais plus pour des clients. Je dessinais pour moi-même, pour la fille qui avait autrefois descendu une allée vide, souhaitant que son père ait été là. J'ai posé mon crayon, j'ai touché le médaillon autour de mon cou et j'ai souri. Quand personne ne se tient à tes côtés, tiens-toi plus droite, je l'ai murmuré une fois de plus, non pas comme une armure, mais comme de la gratitude, parce que l'allée à côté de moi était peut-être vide ce jour-là, mais la femme qui l'a descendue, elle n'a jamais été seule.